Un homme politique, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la politique. Alors là, j'imagine que des définitions de la politique, vous en avez vu des cent et des mille. Je peux vous donner que la mienne. La mienne, celle qui me permet à moi de m'orienter dans la vie politique. C'est ma définition et je ne vous l'impose pas, mais simplement pour que vous compreniez comment je fonctionne. Pour moi, la politique, à l'échelle de l'individu ou des petits groupes, c'est l'art de conquérir le pouvoir, de le conserver, de l'exercer, de le conserver. C'est ça la politique. À l'échelle macroscopique, à l'échelle beaucoup plus grande que ça, où les individus et les groupes ne sont que des instruments. La politique, c'est tout à fait autre chose. La politique, c'est l'art de gérer les conflits internes à une société et ces conflits avec les autres sociétés en usant au mieux des outils de la paix et de la guerre. Voilà comment je considère la politique. Et dans ce cadre-là, j'ai été, en tant qu'homme politique, donc l'instrument de ces forces, de ces conflits qui sont dans une société, et de la même façon que j'étais l'instrument des propres ambitions qui sont ceux des hommes et des femmes politiques, à savoir exercer le pouvoir. Alors, certains veulent l'exercer pour le plaisir de l'exercer, d'autres parce qu'ils pensent qu'il y a une mission. En général, les motivations sont complexes, il y a des deux à la fois, il ne faut pas être naïf. Mais bon, voilà. Donc voilà ce que c'est que la politique, voilà ce que c'est qu'un homme politique. Maintenant, l'homme politique fait face en permanence à des situations politiques. Qu'est-ce que c'est que la situation politique? La situation politique, c'est l'état de conflit dans lequel se trouve justement cette société qui essaie de résoudre ses problèmes par la politique et non pas simplement par le conflit, la guerre pure et simple. Donc par aussi les instruments de la paix, de la négociation. Donc c'est ça une situation politique. Et à un moment donné, une société est confrontée à une situation politique majeure, un problème politique majeur. En Afrique du Sud, dans les années 80, la situation politique, le problème politique majeur, c'était l'apartheid. Aujourd'hui, ce n'est plus l'apartheid, c'est la corruption. Donc, vous voyez comment une société peut changer à travers le temps de situations politiques et de problèmes politiques. Aujourd'hui, aux États-Unis, la situation politique, c'est le danger qui pèse sur la démocratie. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Qui aurait pu penser que les États-Unis pourraient devenir un pays menacé donc par le populisme et peut-être même par la dictature? C'est ça la situation politique qu'il y a actuellement aux États-Unis. Alors moi, la situation politique, alors une situation politique, ça peut durer des années et des années. Ce n'est pas une crise politique. La crise politique, ce n'est qu'un moment de cette situation politique. Moi, j'ai vécu, donc pendant les 30 dernières années, la situation politique, c'était cette transition vers la démocratie. C'est-à-dire comment des peuples, les peuples arabes, soumis à des formes diverses et des variées de la même dictature, le système dictatorial était le même dans tout le monde arabe, mais avec des variantes, comment passer de cette dictature à la démocratie. C'était ça la situation politique. C'était ça le conflit politique. C'était ça le problème politique majeur. Parce que derrière cette histoire-là, il y a aussi le problème de la répartition des richesses, le problème de la répartition des honneurs, etc. Mais la question démocratique était la question fondamentale. Bien. Alors, laissez-moi partir pour vous donner une analyse un peu comment je vois encore une fois la situation politique actuellement dans le monde arabe. Laissez-moi partir du moment politique, parce qu'une situation politique connaît ce que j'appelle des moments politiques, c'est-à-dire des instants où les choses vont changer, où vous allez avoir une mutation. En général, c'est lors de graves crises ou de moments fondamentaux où vous avez un changement qualitatif et non pas simplement quantitatif de la situation. Et je vais partir des élections, des libres. C'est ça, pour moi, le moment politique fondamental dans cette situation politique qui a duré pendant 30 ans. À un moment donné, les Arabes ont eu droit, pour la première fois dans leur histoire, à des élections libres et honnêtes. Ils ont eu des tas d'élections bidons depuis les années 50, 60, il y a eu toutes sortes d'élections bidons, mais des élections libres, il n'y en a eu qu'à partir des années 90. Alors, juste pour vous donner un peu quelques rappels, quelques exemples. Juin 90, les élections libres en Tunisie. Les élections de juin 2012 en Égypte. Et les élections d'octobre 2016 au Maroc. Les élections législatives au Maroc. Les élections de juin 2012 en Égypte, c'était les élections présidentielles. C'était les premières élections libres et honnêtes dans tout le monde arabe.
Or, qu'ont donné ces élections? Quel est le phénomène fondamental? Qu'est-ce que ça a donné, toutes ces élections? Partout, partout, aussi bien donc en Algérie qu'au Maroc, qu'en Tunisie, qu'en Égypte, ce sont les islamistes qui ont gagné. Étonnement général, choc de la part de tous les acteurs politiques, dont moi-même à l'époque. Moi, je fais partie de ce qu'on pourrait appeler la gauche social-démocrate, hein, laïque social-démocrate. Choc devant c'est quelque chose qui nous paraissait complètement anachronique, complètement à côté de la plaque, complètement inexplicable. Or, c'était quand même un phénomène qui s'est répété à plusieurs reprises. Donc, on ne peut pas considérer simplement que c'est un accident. Ce n'est pas un accident. Quand vous avez en Algérie, au Maroc, en Égypte, en Tunisie et partout, là, chaque fois qu'il y a des élections libres et honnêtes, vous avez des islamistes qui sont au pouvoir, qui arrivent au pouvoir, il y a quelque chose. C'est ça la situation politique qui moi, m'a interpellé. Avec le temps, là, parce que moi aussi, je fais partie des gens qui ont été choqués, mais à la différence d'un certain nombre d'hommes et de femmes de gauche, c'est peut-être là le rôle de la médecine. La médecine m'a appris aussi à ne pas rester sur mes sentiments, mes impressions en médecine, que vous aimez ou que vous n'aimez pas le malade en face, qu'il soit en train de dégueuler ou qu'il soit bien mis, vous devez mettre vos sentiments et vos émotions en parenthèse et faire travailler votre cerveau. Diagnostic, traitement, point. Et ce long apprentissage, ce difficile apprentissage de la médecine m'a beaucoup aidé. Parce que là, effectivement, devant cette situation, il fallait que je fasse travailler mon cerveau. Et pas simplement mes viscères, mon rejet, parce que j'étais aussi anti-islamiste à la limite primaire dans cette période-là de ma vie, dans les années 80. Alors, j'ai été absolument frappé par la suite, par le contresens. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui. Allez-y, monsieur. Mais tout à l'heure, vous ne m'entendez pas, là? Si, juste la dernière phrase, peut-être. Ah, d'accord. Donc, il y a eu un contresens formidable, notamment dans la gauche démocrate, sur ces élections. On a parlé de ce peuple ignorant, de ces peuples qui reviennent à l'obscurantisme, etc. Moi, j'ai tout simplement posé la question aux gens. Je t'ai posé la question, pourquoi est-ce que vous avez voté pour les islamistes? Et la question était tout le temps la même. Parce que nous en avons assez de la corruption, parce que nous croyons que ces gens-là sont des gens responsables et qui sont des gens pas corrompus. En fait, le malentendu était de croire que les gens avaient voté pour le programme islamiste, la charia. La plupart des gens ne savaient absolument pas de quoi il s'agissait. Complètement, ils ignoraient tout le programme. Ils n'avaient aucune idée du programme des islamistes. Je peux vous garantir une chose, c'est que les candidats islamistes n'avaient même pas idée de leur propre programme. C'était ça le formidable contresens. Les gens ont voté non pas pour la charia, non pas pour le retour à l'islam, etc. Ils ont voté tout simplement contre la corruption des régimes qui étaient là, et avec l'espoir qu'ils allaient voter pour des gens propres, entre guillemets. La réponse était partout la même. C'est aussi simple et aussi banal que ça. Quand je vois par exemple à quel point les Français, notamment les Français, se trompent, mais alors se trompent complètement sur l'analyse du phénomène islamiste, je me dis, mais c'est pas possible. Ces gens-là, ils nous connaissent, ils nous pratiquent, ils vivent avec nous, ils ne sont pas fichus de comprendre une chose aussi bête, aussi simple que ça. Les gens n'ont pas voté pour la charia, n'ont pas voté pour le retour à l'islam, n'ont pas voté. Ils ne connaissent rien à tout ça. Ils ont voté contre la corruption et ils ont voté pour des gens qu'ils espèrent être, comme ils disent, propres. Voilà. Ceci me ramène maintenant à l'ensemble des forces idéologiques qui étaient en place depuis les années 50, contre lequel, donc, partout, il y a eu ce rejet à travers le vote islamiste, qui est un vote non pas religieux, mais un vote éthique. C'est un vote éthique et non pas islamiste, comme on a tendance à le croire. Qu'est-ce qu'on a rejeté? On a rejeté essentiellement les trois idéologies qui faisaient et défaisaient le monde arabe, le nationalisme, le panarabisme et l'idéologie de gauche, l'idéologie dite laïque de gauche, etc. On a rejeté tout ça. Les peuples ont rejeté le nationalisme parce qu'ils ont compris qu'en fait, on s'est un peu moqué d'eux. L'indépendance a été une bonne affaire, mais pas pour tout le monde. Elle a été une bonne affaire essentiellement pour la classe dirigeante qui s'est emparée de l'État et qui a mis l'État dans la poche et qui s'en est servi pour ses besoins propres. Et la population, je ne dirais pas qu'elle n'a rien gagné, elle a gagné quelque chose, mais pas tellement.
vous garantis que pour les Syriens qui ont subi la dictature, mais abjecte, mais incroyable, mais ils n'ont pas gagné au change. Jamais la brutalité du colonialisme français n'aurait même pas atteint le 1/10 de la brutalité du régime syrien. Même pas 1/10. Donc, ils n'ont pas gagné au change en réalité. Ils ont gagné quoi? Donc là, ça a été le rejet du nationalisme, à savoir que vous nous avez promis un État, nous avons eu cet État, mais voyez ce que vous en avez fait, vous en avez fait surtout votre État, mais nous, on est resté à côté de là. Panarabisme, c'est pareil. On a fait croire aux gens que, voilà, les États, enfin, les régimes dits panarabes, notamment syriens, irakiens et libyens, ils allaient libérer la Palestine, ils allaient libérer les Arabes, etc. Et en fin de compte, ce n'était que des dictatures aussi vulgaires et aussi corrompues que les autres. Donc là, on a rejeté ce nationalisme. Arrivent les démocrates et les laïcs sur le marché des idéologies, à savoir moi et mes copains dans Tunisie, la Ligue des droits de l'homme, etc. Et là, pour les gens, bon, d'accord, mais tout cela rime à quoi? C'est quoi votre programme social et économique? Parce que là aussi, la question fondamentale, c'était la question de la répartition des richesses. Derrière toutes ces querelles sur le pouvoir, il y a essentiellement la répartition des richesses. Et pour les gens, pour le petit peuple, comme on dit, nous n'étions que d'autres bourgeois. On avait eu tous les droits socio-économiques. Moi, ça m'avait frappé quand j'étais président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Je voyais très bien que tous les gens se battaient pour la liberté d'expression, la liberté d'association, etc. Mais ils s'en fichaient complètement du droit à la santé, du droit au travail, etc. Je leur disais, attendez, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est 30 articles et les droits socio-économiques sont aussi importants que les droits politiques. Travaillons en tant que Ligue des droits de l'homme sur les droits socio-économiques. Non, ça c'est l'affaire des syndicats. Et effectivement, donc, j'avais eu l'impression de faire partie d'une bourgeoisie dont je faisais partie, j'étais professeur de médecine, qui se battait pour élargir ses droits à eux, la liberté d'expression, la liberté d'association, etc. Le frigo était plein, on avait de l'argent dans nos banques, etc. Mais pour le petit peuple, le petit peuple, comme disent les bourgeois, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit rien. Il voit des bourgeois en haut se battant pour élargir leurs espaces de liberté, mais lui, il n'a toujours pas de quoi manger à sa faim. Donc, quand la révolution est arrivée, et qui a été quand même un grand moment, et cette révolution n'a pas été faite ni par les islamistes, ni par la bourgeoisie, ni par les militants des droits de l'homme. Elle a été faite par les jeunes qui sont sortis dans la rue parce qu'ils n'avaient plus rien à manger, ils avaient peur de mourir dans la Méditerranée, etc. C'est les jeunes qui ont fait la révolution. Nous, on l'a préparée et on en a profité. Mais ceux qui l'ont faite, ce sont les jeunes. Et ce n'était absolument pas les islamistes, ni aucune force politique, ni la gauche, c'était le peuple, le petit peuple, comme on dit, qui a fait cette révolution et qui n'en a malheureusement pas profité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrive avec la démocratie et les gens votent. Ils vont voter pour qui? Ils ne vont pas voter pour les nationalistes arabes, ils ne vont pas voter pour les nationalistes, ils ne vont pas voter pour la social-démocratie qu'ils connaissent à peine. Ils vont voter pour ces gens qui ont été persécutés et dont ils subodorent qui vont être honnêtes. Ils subodorent qui vont être honnêtes et il va faire donc le pari sur eux. Donc, si vous voulez, au bout de 30-40 ans, excite le nationalisme arabe, excite la gauche. Hop, tout ça à la fourrière. On n'en veut plus en entendre parler, on va mettre tous nos œufs dans le panier islamiste. Sauf que, et c'est là que les choses vont s'accélérer, sauf que là aussi, grosse déception. Pourquoi grosse déception? Eh bien, grosse déception parce que les gens se sont rendus compte que c'est pas aussi simple que ça. À savoir que d'abord les islamistes avaient le pouvoir dans un certain nombre de pays. L'Iran était un pays islamiste, l'Arabie saoudite était un pays islamiste, le Soudan était un pays islamiste. Or, c'était là aussi des dictatures corrompues. Donc, c'était pas clair. Et ensuite, le mouvement islamiste, quand il s'est installé notamment au pouvoir en Tunisie, les gens surtout les gens ont très rapidement vu que il était là pour pactiser avec l'ancien système et pas du tout pour le remplacer.
Et c'est ça d'ailleurs le grand problème que j'ai eu, moi, avec les islamistes au pouvoir, avec Ennahda, c'est que moi, je ne voulais pas pactiser avec l'ancien système. Je voulais l'éliminer, l'ancien système, dans le cadre de la loi, mais je voulais qu'on s'en débarrasse. Ennahda a voulu pactiser avec. Et ça a été un peu l'attitude de tous les islamistes, à peu près dans tous les pays arabes. Accusés d'être des extrémistes, des terroristes, des choses comme ça, ils en ont voulu un peu trop fait pour se démarquer de cette accusation d'obscurantiste, machin, etc. Ils ont fait trop dans la si vous voulez, dans la conciliation. Ils ont trop donné au système et aujourd'hui, je peux vous assurer que la plupart des islamistes font partie du système. Et que donc, c'est une grosse déception. Au bout de 10 ans, aujourd'hui, la Tunisie vit dans la corruption pire que la corruption qu'il y avait avant la Révolution, alors que les islamistes sont au pouvoir depuis 10 ans. Et Dieu sait qu'une des raisons pour lesquelles j'ai perdu les élections aussi, c'est parce que je m'étais attaqué à plus fort que moi, dans la mesure où, effectivement, la corruption était partout, dans les médias, dans les partis politiques, et qu'il était hors de question que quelqu'un qui veut vraiment se débarrasser de la corruption ne soit pas lui-même éjecté pour qu'on puisse continuer comme avant. Donc, voilà la quatrième idéologie, malmenée. Donc, on a vu que l'histoire a malmené l'idéologie nationaliste, malmené l'idéologie nationaliste arabe, malmené l'idéologie, pour le moment, de gauche. Alors, l'attitude de la gauche a été absolument exécrable, sur tous les plans. La gauche, dans les années 90, et ça a été un peu partout pareil, aussi bien en Tunisie qu'au Maroc, etc. Voyant l'ogre islamiste avancer et a préféré, et ça a été un choix, mais un choix suicidaire. La gauche a préféré s'allier à la dictature plutôt que de laisser les islamistes prendre le pouvoir, y compris démocratiquement. Et c'est pour ça que la quasi-totalité de la gauche a fait partie, en Tunisie, en Égypte, partout, avec l'ancien système. Ils se sont alliés à l'ancien système et en ceci, ils ont perdu toute crédibilité, je dirais tout honneur. Donc, exit l'idéologie de gauche. Plus personne aujourd'hui, si vous dites que vous êtes de gauche en Tunisie, je ne vous dirais pas, c'est comme si vous disiez je suis bon, ceci ou cela. Donc, c'est quasiment une insulte. Donc, exit l'idéologie de gauche, exit l'idéologie nationaliste arabe, exit l'idéologie nationaliste. De plus en plus, exit l'idéologie islamiste. Qu'est-ce qui reste? Il reste la démocratie. Moi, j'ai fait partie de ces gens qui se sont battus toute leur vie pour la démocratie. Sauf qu'aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, à quoi j'ai passé ma vie, à courir derrière un mirage? Car aujourd'hui aussi, la démocratie est dans un sale pétrin. La démocratie est dans un sale pétrin partout dans le monde arabe. Pourquoi? D'abord parce que la démocratie arabe est une démocratie orpheline. Orpheline. Regardez par exemple l'attitude des Occidentaux face aux démocraties dans les pays de l'Est, aux révolutions orange. Appui total dans l'information, l'argent, etc. Appui total. L'attitude des démocraties occidentales vis-à-vis des démocraties arabes, et je suis bien placé pour savoir, parce que j'ai discuté avec les chefs d'État, etc., c'est oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette démocratie qui amène des islamistes au pouvoir? Qu'est-ce que c'est que ces Arabes-là? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je peux vous garantir une chose, c'est que nous sommes une démocratie orpheline. Je veux dire qu'on peut compter sur tout, sauf sur l'appui des États occidentaux. Quand j'aurais parlé de dire, mais écoutez, si vous voulez que la démocratie réussisse, il faut qu'on donne de l'argent, il faut qu'on donne à manger au peuple. Et nous sommes étranglés par la dette. Revoyez notre dette. Ah non, 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 ça ne peut pas, etc. Nous avons des terroristes qui sont en train de nous attaquer. Donnez-nous des armes. Ah non, 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 non. On n'a rien eu. Rien, zéro. Et quand il y a eu le coup d'État militaire contre l'islamisme, Mohamed Morsi, contre la démocratie, les Occidentaux ont appuyé. Ils ont appuyé. Donc, la démocratie arabe est une démocratie orpheline. Il faut qu'elle compte sur elle-même. Ensuite, la démocratie arabe est arrivée au plus mauvais moment de la démocratie. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'on arrive, la révolution a tardé de 20 ans. Il aurait fallu qu'on arrive dans les années 80, là, quand la vague démocratique était à son sommet. Nous, on est arrivé à la queue. Aujourd'hui, la démocratie, partout dans le monde, elle est en train de flancher. Ensuite, c'est une démocratie orpheline, une démocratie qui est arrivée en retard dans le monde arabe, et c'est une démocratie qui a été très, très, très rapidement récupérée par le système.
très rapidement. Il y a quelque chose qui m'amuse et en même temps me fait très mal. Toute ma vie, je me suis battu pour la liberté d'expression, pour les journalistes. Qui a été la victime numéro un des attaques des journaux pendant les 3 années où j'étais au pouvoir? Moi. Je ne vous dis pas tout ce qui a été utilisé contre moi comme mensonge, bon, mais là, je ne vais pas vous parler de ma vie personnelle. L'histoire est là pour le démontrer. Ce qui est sûr et certain, c'est que très rapidement, le système a pris pratiquement le contrôle de tous les mécanismes de la démocratie. C'est quoi les mécanismes de la démocratie? La liberté d'expression. Ils ont acheté les télévisions, les radios, les journaux, etc., les journalistes. Et ça a été, les journalistes, les médias ont joué un rôle catastrophique dans la destruction de la démocratie en Tunisie et ailleurs. Qu'est-ce que c'est que l'autre mécanisme? C'est la liberté d'association. Ils ont créé des partis politiques de rien. C'est devenu des entreprises politiques. Il y a eu plein de partis politiques qui ont gagné jusqu'à 12 sièges. Moi, avec le parti, le CPR, on s'est battu pendant 20 ans pour la démocratie. En 2014, on a eu 4 sièges. Alors qu'il y avait un entrepreneur qui est actuellement en fuite, s'est organisé un parti politique avec de l'argent, il a eu 12 sièges. Ce parti a disparu. Lui, il est actuellement, il est parti parce qu'il est poursuivi pour fraude fiscale, etc., etc. Mais pour vous dire comment on arrive, quand on a de l'argent, dans des pays jeunes comme ça, à se constituer des partis politiques qui vont gagner beaucoup de sièges avec beaucoup d'argent. Les élections, aujourd'hui, les élections, malheureusement, sont devenues une affaire de gros sous, de manipulation extrême. Aujourd'hui, si vous n'avez pas des bataillons Facebook, si vous n'avez pas des bataillons, oubliez la politique. La politique telle que vous la concevez, à savoir à oublier. Donc la démocratie est en train de prendre une sale teinte et les gens actuellement en Tunisie ils commencent à manifester en brandissant le portrait de Ben Ali. Et ils disent, mais c'est quoi cette démocratie qui nous apporte que le chaos, qui apporte que des machins, et qui en plus n'apporte aucune solution aux problèmes socio-économiques. Parce que là aussi, c'est le quatrième problème de cette démocratie, c'est qu'elle a été découplée, encore une fois, de la problématique socio-économique. Moi, je suis un social-démocrate. C'est-à-dire que pour moi, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est 3 choses. C'est les droits individuels, le droit à la liberté, machin, etc. C'est les droits politiques, l'article 19, 20, 21, donc le droit à la démocratie. Et c'est aussi l'article 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, c'est-à-dire le droit au travail, à la santé, à la sécurité sociale, etc. Donc, pour moi, c'est un package. On ne peut pas diviser la démocratie en démocratie élective politique et en démocratie sociale. C'est un package. Ça existe ensemble ou ça n'existe pas. Or, aujourd'hui, comme dans beaucoup de pays, non, la démocratie, c'est un jeu politique, mais le social, c'est autre chose. Donc, c'est le libéralisme qui, à mon avis, le pire ennemi de la J'avais écrit dans les années 90 que si le pire ennemi de la démocratie, c'était le communisme, dans le XXe siècle, le pire ennemi de la démocratie, ce sera le libéralisme. Et c'est ma profonde conviction. C'est le libéralisme qui est en train de tuer la démocratie. Il n'y a pas de démocratie avec un libéralisme, en tout cas pas celui que vous connaissez. Bref, donc aujourd'hui, excite le nationalisme arabe, excite le nationalisme, excite la gauche, excite l'islamisme de plus en plus. Et aujourd'hui, la situation politique, c'est un véritable désenchantement contre la démocratie. 10 ans, et puis la démocratie, elle a déjà vieilli de 100 ans. Mon Dieu, qu'est-ce qui nous attend? Ce qui nous attend, c'est encore pire. La vague qui est en train d'enfler, c'est le populisme. J'aurais tout vu dans ma vie. D'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire, c'est la rapidité de l'histoire. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont vu s'effondrer le communisme, qui ont vu s'effondrer le colonialisme, qui ont vu s'effondrer l'apartheid. L'histoire est en train de cavaler de façon extraordinaire. Et là, en 30, 40 ans, j'ai vu dans le monde arabe comme ça s'écraser le nationalisme arabe, la gauche, le socialisme. Je suis en train de voir l'effondrement de la démocratie et je suis en train de voir la montée du populisme. Alors le populisme, vous allez voir ce que vous allez voir. Aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas un hasard. Ce qui se passe en Tunisie, ce n'est pas un hasard. Partout, les peuples éplorés qui ne savent plus à quel sein se vouer, surtout que les crises sont en train de s'aggraver.
eh bien, ils reviennent à... c'est un peu la régression, c'est-à-dire la régression primitive. On revient au réflexe primitif. L'enfant qui a besoin d'un père, autoritaire. Mais bon, on revient un peu avec... Et puis, on ne veut plus de ces corrompus, on ne veut plus de ces institutions, on veut juste le rapport du père salvateur, du père bon, du père généreux, etc., avec son peuple, ses enfants. Le populisme, c'est voilà, le rapport singulier entre un père et un peuple enfant. Et entre les deux, il n'y a surtout pas d'institution, surtout pas de mécanisme, etc., parce que tout ça, c'est corrompu et corruptible, et tout cela peut empêcher donc, cette relation entre le chef et le peuple. Sauf que ça ne va pas marcher. Ça a été X fois, et ça ne va pas marcher. Donc, il va falloir encore se payer peut-être quelques années de populisme avec toutes les catastrophes, et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça ma question. Alors, à cette question, je réponds de façon en fonction de mon humeur. Quand je suis de bonne humeur, quand la vie me reprend, quand je optimisme, quand je me dis attends, là tu es en train d'exagérer. Parce que malgré tout, ok, le nationalisme a échoué, mais il a aussi institué un État. Avant, on n'avait pas d'État. Le nationalisme nous a donné un État qu'on peut changer, qu'on peut améliorer. Mais c'est déjà bien. Le panarabisme, ça a été des dictatures, mais ça a quand même nourri un sentiment que ces peuples ont quelque chose de commun. Et ceci a joué, puisque ce n'est pas par hasard que lorsqu'il y a eu la révolution en Tunisie, elle a éclaté immédiatement en Libye, elle a éclaté en Algérie, elle a éclaté au Yémen, elle n'a pas éclaté en Équateur ou en Bolivie. Donc le nationalisme arabe a quand même créé quelque chose, un fondement. Bon, la gauche, ben, c'est vrai qu'elle a complètement, échoué, tout. Mais malgré tout, les combats qu'il y a eu dans les années 80 pour les droits sociaux, notamment dans les syndicats, ça a fait quelque chose, donc on a avancé. La démocratie, ok, d'accord, elle est corrompue de plus en plus, etc. Mais les gens ont pris goût à la liberté d'expression, ils ont pris goût à la liberté. Ça va rester, quelque chose va rester, même si aujourd'hui, même si demain on a un régime populiste ou un retour à la dictature, il y a quelque chose qui est resté. En fait, dans une vision historique, on peut dire que toutes ces vagues, quand elles ont régressé, elles ont laissé quelque chose. Et ce quelque chose, on a pu construire dessus. Donc, en fait, on construit progressivement sur ce qu'a fait le nationalisme, ce qui a échoué, ce qu'a fait le panarabisme, il a échoué. On construit, on avance. Et c'est cette image-là positive que je tiens à garder. OK, nous sommes en train de progresser, difficilement, péniblement, avec des moments de... Mais nous sommes en train de progresser. Et de toutes les façons, le temps des nations n'est pas le temps des individus. Probablement, je ne verrai pas ce monde arabe pour lequel je me suis battu toute ma vie. Ben, ce n'est pas grave. J'étais quand même un acteur. J'ai joué mon rôle à un moment donné. L'expérience a été acquise. Le peuple est en train d'apprendre. Et petit à petit, il y a des nouvelles générations auxquelles j'espère transmettre une partie de ce savoir, de cette expérience, afin que progressivement les choses avancent. Donc voilà, en gros, la situation du monde arabe, c'est que vous avez 400 millions de personnes qui sont en train de se battre pour mettre en place un système politique qui leur permettrait d'avoir un système économique, un système culturel, etc., qui leur permet d'occuper la place qui devrait être la leur. Aujourd'hui, 400 millions d'Arabes sont à côté de tout. Ils ne produisent pas grand-chose dans le domaine du savoir, dans le domaine de la technologie. Tout ça parce que leurs compétences ont été annihilées dans ces combats depuis 40 ans, depuis 50 ans, contre le colonialisme, contre le sionisme, contre la dictature, etc. Nous nous sommes épuisés dans des batailles qui ne nous ont pas laissé le temps d'être un peuple créatif. Vous, au Québec, vous n'avez pas eu ces problèmes-là. En tout cas, vous les avez à un moment donné. Vous avez eu les 50 dernières années qui vous ont permis quand même d'investir vos efforts, non pas dans la mise en place d'un système politique, mais dans la mise en place d'un système économique. Nous, on est malheureusement encore pris à la gorge par cette nécessité fondamentale de créer un système politique à peu près cohérent et à peu près fonctionnel. Je reste encore une fois intimement convaincu que nous sommes en train d'avancer. Pas à la vitesse à laquelle je voudrais, avec des surprises en permanence, avec des hauts et des bas, avec des avancées et des reculs.
Mais que voulez-vous, c'est comme ça l'histoire. L'histoire, c'est pas un long fleuve tranquille, là, comme ça, qui descend tranquillement de la montagne et qui puis s'en va serpenter tranquillement et paisiblement jusqu'à la mer. C'est pas ça. Il y a des fleuves qui doivent descendre, des rapides, parfois ils se perdent en chemin, etc. Voilà, il faut faire avec, il faut faire avec, il faut accepter cette situation. Et aujourd'hui, en Tunisie ou dans le monde arabe, on est en plein on est en plein dans le combat. Alors, quand on est en plein dans le combat, on ne va pas très bien. C'est pour ça que parfois on dit, bon, on a besoin de politologues, on a besoin de gens qui, eux, ne sont pas dans le combat, qui sont dehors, qui peuvent analyser, qui ont des comparaisons, qui peuvent peut-être nous aider à mieux voir. Donc voilà un peu mon souhait, c'est que vous, les politologues, ou ceux qui étudient les sciences politiques, puissiez être d'un quelconque secours. Encore que, vous savez, connaissez l'expression des Français qui disent « inutile de me donner des conseils, je suis capable de me tromper tout seul ». Mais enfin, j'espère quand même qu'on n'en sera pas encore là. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et que, voilà, je pense que